Bonjour chers apprenants, nous allons commencer aujourd'hui notre deuxième séquence du module 3. On l'entamera par une étude de texte du chapitre 4. On va voir tout le chapitre puisqu'il ne contient que quelques phrases. Nous allons étudier le rôle de la description dans le récit. Je commencerai tout d'abord par une lecture du texte. La voiture noire me transporta ici, dans ce hideux bicêtre. Vu de loin, cet édifice a quelque majesté. Il se déroule à l'horizon, au fond d'une colline. À distance garde quelque chose de son ancienne splendeur, un air de château de roi. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure. Les pignons dégradés blessent l'œil. Je ne sais quoi de honteux et d'appauvri salit ces royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre. Plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés auxquels se collent çà et là quelques hâves figures d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie vue de près. Alors, comme vous voyez bien, dans ce texte, il s'agit d'une description d'un lieu qui est Bicêtre. Bicêtre, bien sûr, c'est la prison où se trouve le narrateur. Dans ce texte, le narrateur fait une description de manière opposée. Alors, il décrit ce lieu qui est Bicêtre, vu de loin et bien sûr vu de près. Alors, on va commencer par la vue de loin. Alors, en voyant ce lieu, c'est Bicêtre de loin, il se voit comme un édifice qui a une majesté. Donc, un édifice, bien sûr, c'est un grand bâtiment avec une grandeur, mais qui se trouve bien sûr au fond d'une colline. Et quand bien sûr, celui qui décrit, qui est le narrateur, il est encore à distance, ce bâtiment garde toujours son ancienne splendeur. Il est splendide. Il a un air de château, il est comme un château de roi. Alors, mais on a ici un mais, le mais qui exprime l'opposition. Mais à mesure de vous approcher, le palais devient masure. Donc, c'était un palais avant, mais une fois vous approchez, il devient masure. Les pignons dégradés blessent l'œil. Comment savoir des pignons dégradés qui blessent l'œil? Je ne sais quoi de honteux et d'appauvri salit ces royales façades. Alors là, on parle de honteux. Alors la honte, c'est un sentiment éprouvé bien sûr par le narrateur et d'appauvri qui salit ces royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre. Alors la lèpre, c'est une maladie contagieuse. Là, on parle des murs qu'une lèpre. Alors apparemment, il s'agit ici d'une personnification, tout simplement parce que les murs ne peuvent pas avoir une maladie. Plus de vitres, plus de glace aux fenêtres. Normalement, quand on a un palais ou un château, les fenêtres contiennent des glaces, des vitres. Mais maintenant, il n'a plus ces glaces et ces vitres-là. Il a des massifs barreaux de fer entrecroisés, auxquels se collent ça et là, alors, quelques hâves figures d'un galérien ou d'un fou. Bien sûr, ce sont les galériens, ce sont les prisonniers qui se trouvent à Bicêtre et bien sûr qui ont les visages collés sur les barreaux afin de voir l'extérieur parce qu'ils sont des prisonniers. Alors c'est la vie vue de près. Donc ici, le texte est divisé en deux parties. La première partie, c'est de vue de loin jusqu'à bien sûr Château de Roi et mais à mesure que vous approchez jusqu'à la fin, c'est la deuxième partie bien sûr dans laquelle on a une description dévalorisante, bien sûr de Bicêtre. Alors, on va commencer tout d'abord par une identification du texte. Alors, le texte, comme on l'avait déjà vu, c'est Le dernier jour d'un condamné de son écrivain Victor Hugo, qui est un roman à thèse et qui est paru en 1829. Alors, le passage qu'on a vu aujourd'hui, c'est le chapitre 4. Alors, quand on parle du type, c'est un texte descriptif.
Ce qui nous permet de dire qu'il s'agit d'un texte descriptif, c'est que ça se voit clairement qu'on a la description et surtout on a l'emploi d'adjectifs qualificatifs. Par exemple, hideux, ancienne, splendeur, dégradé, honteux, appauvri, euh, entrecroisé, royal. Donc on a pas mal d'adjectifs qualificatifs bien sûr ainsi que des compléments de nom. Alors on ne peut pas parler de texte narratif parce que ici le narrateur ne raconte pas des faits, d'événements, mais le seul événement qu'il a raconté, c'est le premier, c'est celui que la voiture le transporta dans ce hideux bicêtre. Alors là, c'est la première phrase dans laquelle on trouve la narration. Et la preuve, c'est que c'est dans cette phrase celle qu'on a le passé simple. Et juste après, on n'a que du présent de l'indicatif. Alors pour la focalisation, on peut parler de focalisation interne. Pourquoi parler de focalisation interne? Comme vous le savez bien, la focalisation, c'est le point de vue du narrateur. Et le narrateur ici, c'est lui le personnage principal. Et quand on a le narrateur et lui, c'est lui le personnage principal, donc on parle ou bien d'un point de vue interne, parce que le narrateur est égal au personnage principal. Alors, bien sûr, qui parle, c'est le narrateur, il parle à lui-même et en même temps au lecteur. C'est une description, il parle de quoi? C'est la description de Bicêtre. Et où se trouve-t-il? C'est à Bicêtre. Alors, comme je l'avais déjà dit, on a deux temps verbaux. Le premier temps verbal utilisé, c'est dans la première phrase qui est narrative, dans laquelle on trouve le verbe transporta, seul verbe. Puis, on trouve que du présent de l'indicatif. Approcher devient blessé. Alors, pour situer le passage, dans ce texte, il s'agit du chapitre 4 du roman Athènes intitulé Le dernier jour d'un condamné, écrit par Victor Hugo et paru en 1829. Donc, c'est la situation par rapport à l'œuvre. Alors, par rapport à l'intrigue, on peut dire que après son verdict, le narrateur est transporté à Bicêtre. Donc, l'événement qui précède cette description de l'œuvre, cette description de Bicêtre, c'est c'est la sentence ou bien c'est le verdict du narrateur qui est bien sûr prononcé par le juge et les jurés dans le chapitre 2. D'accord. Le condamné fait dans ce chapitre, le condamné fait une description de ce lieu. Alors, pour parler, bien sûr, d'axe de lecture, on ne peut pas parler d'autre axe que la description, puisque c'est un texte purement descriptif. Donc, dans ce texte, le narrateur commence la description par quoi? Il la commence par le mot hideux, Bicêtre. Le premier adjectif qualificatif attribué à Bicêtre, c'est hideux. Ça veut dire affreux. Donc, déjà, à partir du mot hideux, on sait déjà que le narrateur va faire une description dévalorisante. Mais en commençant la lecture, on se rend compte que quand il a utilisé vu de loin, c'est-à-dire en voyant le lieu de loin, elle a fait une description qui est soi-disant valorisante. Il a traité d'édifice majestueux, il l'a qualifié d'édifice majestueux. Il l'a situé, quand il est situé à proximité, bien sûr, de la colline, il est encore à proximité, il se voit comme un édifice majestueux qui a une grandeur, qui garde encore son ancienne beauté. Il est pareil à un château de roi. Alors c'est une beauté, soi-disant, trompeuse. Pourquoi? Parce que c'est quand il est vu de loin. Mais quand on est près de l'édifice, de cet édifice-là, on peut voir sa vérité, ou bien, oui, sa vérité, qui est un masure. Ce n'est plus un édifice majestueux, c'est une masure. Pignons dégradés, contient des pignons dégradés. Ses murs sont lépreux. Ses vitres ont été remplacées par de massifs barreaux de fer. Il a un aspect honteux et appauvri. Donc c'est un endroit hideux,
affreux, voire cauchemardesque. Alors les gens qui vivent là-bas, bien sûr, vivent de la souffrance et vivent dans une vie affreuse. Alors le narrateur, en décrivant, comme vous voyez bien, on a parlé de deux types de descriptions qui sont opposés, d'une manière opposée. Et on trouve, comme on a déjà vu, on l'avait déjà signalé dans le texte, le mais à mesure que vous approchez. C'est le mais qui marque l'opposition, qui nous permet de passer de la description valorisante à une description dévalorisante. Puis, on a la manière d'écrire. Le narrateur décrit Bicêtre en suivant une progression du général au particulier. Il a commencé par Bicêtre, I de Bicêtre en général. Puis, il a parlé de masure. Puis, il a parlé de ses pignons dégradés et ses façades salies. Puis, il a parlé de murs lépreux. Par la suite, des fenêtres et barreaux. Et il a fini par les figures des incarcérés qui sont à l'intérieur. Alors le narrateur, ici, fait sa description en se basant ou bien en prenant un point de vue interne, puisque le narrateur est lui-même le personnage principal. Alors le lecteur découvre le lieu décrit à travers le regard et la sensibilité du personnage principal. Ce procédé renforce l'effet du réel dans le texte. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors quand le narrateur décrit ce lieu, bien sûr, de cette manière-là, en exprimant ses sentiments, bien sûr, en faisant l'expression de ses sentiments, le lecteur, en lisant ce texte, il se trouve inclus. C'est comme s'il s'agissait d'un lecteur qui voit cet édifice ou bien ce lieu à travers le regard du narrateur. Il le voit à travers le regard du narrateur et à travers les sensibilités, les sentiments du narrateur. Alors, automatiquement, il se trouve inclus dans la narration, ou plutôt dans la description, je m'excuse, et cela lui évoque ou bien provoque un effet de réel. Alors, l'effet sur le lecteur, c'est-à-dire cet effet-là du réel. L'emploi de la deuxième personne du réel, vous, mais à mesure que vous approchez. Juste après la description de la majesté et de la splendeur de Bicêtre. Une fois on a parlé de la majesté, de la grandeur, de la splendeur de Bicêtre, on a utilisé, ou bien le narrateur a utilisé le vous, mais à mesure que vous approchez. Donc, avec le vous, ce n'est plus seulement le narrateur. Il a inclus le lecteur en utilisant le vous. Donc, automatiquement, il a créé chez le lecteur un sentiment de désillusion progressive. Il se trouve dans l'action, ou bien alors qui se transforme peu à peu en sentiment de peur. En effet, Bicêtre est assimilé à un monstre repoussant. Donc le narrateur, quand il décrit Bicêtre, il a commencé par le décrire par affreux, puis en suivant cette progression dans la description, il l'a transformé à un monstre repoussant. De Bicêtre, on dirait que les murs ont eu lèpre. Donc c'est comme s'il s'agissait d'une personne malade qui a la lèpre. Les deux sentiments déjà cités cèdent la place à la pitié. Automatiquement, le lecteur se trouve, sans vraiment en être conscient, rallié à la cause du narrateur. Il ressent la pitié envers, bien sûr, ces galériens et envers le narrateur ou bien le personnage principal. Alors bien sûr, pour créer cet effet de réel et aussi pour
pour convaincre les lecteurs. Bien sûr, Victor Hugo a utilisé une antithèse et la personnification dans ce passage. L'antithèse, le palais devient masure. Donc un palais avec masure, ce sont deux mots de sens contraire. Et comme vous le savez, les figures d'opposition, ce sont des figures qu'on trouve ou bien qui servent dans le registre ironique qui cherche bien sûr à critiquer. Donc le narrateur cherche à critiquer ce lieu et bien sûr utilise l'antithèse. Alors pour la personnification, je l'ai déjà cité avant, c'est on dirait que les murs ont eu lèpre. On a dit que les murs sont des objets qui ne peuvent pas tomber malades. Alors, pour synthèse, pour ce texte-là, on peut dire que dans ce chapitre, le condamné décrit Bicêtre d'une manière à émouvoir le lecteur et de créer un effet de réel chez ce dernier, c'est-à-dire chez le lecteur. Donc, le but du narrateur, c'est créer cet effet du réel à partir ou bien à travers la description de ce lieu, afin d'émouvoir le lecteur et pour qu'il se trouve, bien sûr, euh, pour qu'il ait la pitié pour ces personnes qui vivent dans ce lieu, bien sûr à savoir les prisonniers, afin d'arriver à son but qui est bien sûr abolir ou bien lutter pour l'abolition de la peine capitale. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce texte-là. Je vais vous envoyer encore, bien sûr, une série d'exercices pour mieux comprendre ce passage. Alors, bonne continuation et à une autre leçon, Inch'Allah. Merci.